Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui avec Elodie, ce qu'on va faire, on va vous parler de souffrance au travail. On va vous parler plus précisément de burn-out, de burn-out et de bore-out. On va faire trois choses, on va vous définir ces concepts, on va vous parler de symptômes, quels sont les symptômes, parce que c'est à peu près les mêmes pour les trois, et on va vous donner des pistes de solutions si tout d'un coup vous ressentez ces symptômes ou que vous pensez vivre ces problèmes-là. Alors, quelle est la différence entre ces concepts? Le burn-out, vous l'avez certainement déjà entendu. Le bore-out, le brown-out, c'est un peu plus nouveau, si on veut, comme concept, même si le problème existait peut-être déjà avant, mais les termes qu'on met dessus sont peut-être nouveaux. C'est en fait le burn-out, le bore-out, le brown-out, ce sont trois termes qui partent trois troubles, si on veut, qui partent de la même cause. La cause, en fait, c'est le fait d'avoir un grand besoin d'accomplissement et de reconnaissance au travail, le fait de fortement s'identifier au travail, de vouloir faire le travail bien. Il y a ce côté un peu perfectionniste, si on veut. Donc, c'est souvent, au final, les personnes qui souffrent de ce trouble, c'est les meilleurs employés ou les personnes qui veulent en tout cas être les meilleurs employés, qui ont vraiment l'intention de vouloir bien faire le travail. Cette envie-là, ça peut causer trois types de troubles selon l'environnement en fait. Si on est dans un environnement où on nous donne beaucoup de travail, ce sera plutôt le burn-out. Donc qu'est-ce qui se passe? On arrive dans une entreprise, on nous donne du travail, ce travail on veut le faire bien, on est perfectionniste, donc on fait ce travail, on le fait bien. Et quand on constate qu'on nous donne, enfin que le travail est bien fait, on nous en donne plus, on le fait bien, on nous en donne encore plus, encore plus, encore plus. Et à un moment donné, il y a une surcharge de travail, il y a un déséquilibre entre ce qu'on nous donne comme travail et notre capacité à fournir ce travail. Alors c'est peut-être qu'on a un déficit de compétences, ou on n'a pas les bons outils, ou on n'a pas assez de temps, mais on nous demande trop par rapport à ce qu'on peut donner. Et si on reste trop longtemps dans le rouge comme ça, à se donner, à se donner, à se donner, eh ben on va finir par s'épuiser physiquement, mentalement, psychologiquement, moralement. Pour le bore-out, on va avoir une sous-charge de travail, c'est-à-dire on va vraiment pas avoir assez de travail. On commence à travailler le lundi matin et par exemple le mardi à midi, on a déjà fini ce qu'on a à faire. Et ensuite, on va quand même continuer à venir jusqu'au vendredi pour faire le travail alors qu'on n'a rien à faire. Et donc, on a l'impression qu'il y a un sous-emploi de nos compétences intellectuelles et on a l'impression de servir à rien. Et là, il y a un épuisement moral, une perte d'intérêt qui peut pointer le bout de son nez. Et il y a aussi un isolement psychologique qui arrive. Par contre, le fait de dire, en fait, je souffre parce que au final, je j'ai rien à faire ou je sers à rien, si on veut. C'est quelque chose qu'on a beaucoup plus de peine à exprimer. Et du coup, on reste dans la souffrance de son côté et on ose moins l'exprimer. Donc ça peut aussi être un problème. Et le burn-out, pardon, ça a plus à voir avec le fait de ne pas vraiment comprendre à quoi on sert. Ça va pas avoir forcément avec la dose de travail. C'est pas qu'on travaille trop ou pas assez. C'est qu'on travaille normalement, mais on a de la peine à voir à quoi ça sert, ce qu'on fait. Je sais pas, peut-être qu'on met des chiffres dans un tableau Excel ou qu'on remplit des feuilles Word ou peu importe ce qu'on fait, mais on se dit finalement, dans la chaîne de travail, je ne sais pas forcément à quoi je sers. Limite, ma place de travail pourrait disparaître, la société s'en porterait pas moins bien, limite elle s'en porterait mieux. Ça a à voir, vous avez certainement entendu peut-être le terme bullshit job ou job à la con, c'est vraiment ces postes dont on a de la peine à justifier l'existence. Et donc, dans ce cadre-là, quand on veut vraiment bien travailler, qu'on veut s'accomplir au travail, qu'on veut avoir de la reconnaissance, ben déjà peut-être la reconnaissance on n'a pas, et puis l'accomplissement c'est vraiment très dur de se dire mais à quoi je sers? Je ne sers à rien. Enfin, ce poste-là ne sert à rien et c'est moi qui occupe ce poste toute la journée. Et du coup ça crée une souffrance et un épuisement aussi mental par rapport à ça. Ce qui peut arriver, c'est qu'une même personne peut passer d'un trouble à l'autre. Donc peut passer d'un burn-out dans une entreprise quand on nous donne trop de travail, ensuite un bore-out dans une autre entreprise, un burn-out dans une autre entreprise. Donc, vu que la cause est la même, une même personne peut passer d'un trouble à l'autre. En fait, ces trois troubles-là découlent sur les mêmes symptômes. Donc, Elodie, quels sont les symptômes qu'on peut identifier? Voilà, donc finalement, maintenant, dans la souffrance au travail, quels sont les symptômes vraiment qui sont une alerte, qui doivent nous mettre maintenant en garde et qui doivent nous dire de lever le pied? Il y a par exemple tout ce qui est augmentation au niveau de l'anxiété, si on commence à se faire beaucoup plus de soucis que d'habitude, sans forcément de raison, ou lorsque l'on commence à avoir des insomnies, de la peine à dormir, ou au contraire à beaucoup dormir plus que d'habitude.
Il y a aussi tout ce qui est irritation lorsque on se fâche beaucoup plus rapidement ou lorsqu'on est beaucoup plus vite débordé. Voilà, toutes ces choses un peu qui sortent de l'ordinaire, voire qui nous agacent un petit peu ou qui agacent notre entourage, ce sont des éléments qui devraient faire en sorte qu'on se fait du souci pour nous. Ce sont des éléments qui font que quelque chose ne va pas et qu'il faut lever le pied, qu'il faut commencer un petit peu à se faire du souci. Il y a donc aussi des personnes qui vont commencer à perdre l'appétit ou au contraire qui vont manger beaucoup plus. Donc tous ces signaux sont là pour nous alerter, pour nous dire qu'il faut lever le pied, qu'il faut se reposer les bonnes questions. Il y a aussi des événements qui peuvent se produire au sein même du travail qui pourraient commencer à déclencher certaines difficultés. On sait que souvent, ça se déclenche après avoir eu une phase de difficulté. Lorsqu'on stresse, on va commencer à activer notre corps. Notre corps se prépare soit à fuir, soit à combattre. Et lorsque notre corps est prêt à faire l'un ou l'autre depuis trop longtemps, logiquement, il va s'épuiser. Et vu qu'il s'épuise, ensuite, eh bien, on va tomber, notre corps ne va plus pouvoir nous retenir et ça va être un peu le début de la fin. Ça veut dire que pour certaines personnes, un petit rien peut finalement nous faire complètement basculer, alors qu'on ne sait pas comment d'autres arrivent à résister des jours et des jours et des semaines et des mois et des années avec un rythme finalement que certaines personnes ne pourraient pas supporter. Ça s'appelle la résilience. Certaines personnes ont plus de résilience que d'autres. La résilience, c'est donc cette capacité à pouvoir supporter les difficultés de la vie. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une excellente résilience. La résilience, ça se travaille. Et c'est aussi pour ça maintenant qu'on voulait un peu vous parler de tout ça. Comme vous avez eu beaucoup de théories, on aimerait pouvoir vous permettre de passer à la pratique. C'est pour ça qu'on a mis à disposition sur nos sites internet respectifs des liens vers les tests, les différents tests qu'on peut proposer pour savoir à quel point on est mal dans son travail, à quel point on est peut-être proche d'un burn-out, à quel point on fait peut-être déjà un burn-out, si on a ou pas une bonne résilience, comme on a discuté tout à l'heure, donc cette capacité à pouvoir supporter ou pas les événements difficiles dans notre vie. Donc sur le lien ci-dessous, vous avez les tests. Oui, alors merci Elodie pour ça. Donc, à partir du moment où vous identifiez ce problème, vous êtes en burn-out ou vous êtes en bore-out, ou alors vous commencez à vous dire qu'effectivement il y a des signes de burn-out ou de stress au travail. La première chose, c'est de prendre possession du problème en fait, et de pas rester dans une position de victime, disons, qui ne peut rien faire, et de vous mettre en victime du patron ou de la patronne ou de la RH, de dire mais cette personne-là devrait savoir quand même qu'elle me donne trop de travail, ou à l'inverse, cette personne devrait savoir que j'ai rien à faire. Ben, cette personne-là ne le sait pas forcément. Peut-être qu'elle devrait le savoir, mais elle ne le sait pas forcément. Donc, vous, votre responsabilité là où vous êtes, c'est de transmettre l'info au plus haut. Et souvent, on n'ose pas le dire, justement parce qu'il y a ce besoin de reconnaissance et ce besoin d'être un ou une bonne employée, et de pas aller déranger la personne au-dessus en disant bah je travaille un petit peu trop là, est-ce que je pourrais avoir moins, ou à l'inverse, je suis désolé mais j'ai rien à faire, est-ce qu'on peut me donner plus, parce qu'après on a peur que la personne nous dise bon bah si t'as rien à faire tu peux partir, hein. Et à l'inverse, ça allait dire que le travail a pas de sens. C'est aussi quelque chose qu'on a peur d'aller dire. Maintenant, la question qu'il faut vous poser, c'est quelle est la moins pire des solutions? Est-ce que c'est rester dans la situation où vous êtes, c'est-à-dire travailler beaucoup trop si vous êtes en burn-out, ou bien ne travailler, enfin, avoir ce manque de travail si vous êtes en bore-out? Quelle est la pire des solutions? Est-ce que c'est aller l'exprimer en haut, parce que ça peut faire peur et c'est un danger, c'est un risque concrètement? Ou alors est-ce que c'est de rester dans votre position actuelle, qui est aussi un risque? Faites ce calcul-là. Donc, exposez clairement le problème, dites pourquoi. Est-ce que c'est les compétences? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est les outils? Et donc, venez peut-être avec des solutions. Dites, moi, j'aimerais garder cette même qualité de travail-là. Et vous savez que moi, c'est pas un problème de travailler, vraiment de me donner, mais là, il y a juste trop. Voilà, venez ouvert, exposez votre problème, proposez quelques solutions et posez une question ensuite à la fin de dire qu'est-ce qu'on peut faire? Mon but, c'est de donner plus à l'entreprise. J'ai envie de donner plus, je peux donner plus. Qu'est-ce que je peux faire? Et si au final, ça vous convainc pas, ben là, vous pouvez simplement vous demander si ce serait pas le moment de
changer de poste ou changer d'entreprise. Ou même carrément, si ça se trouve, changer de métier, changer de voie. À ce moment-là, vous pourriez aller voir des conseillers en orientation comme moi-même ou Elodie ou autres, faire un bilan de compétences, faire un bilan d'où vous en êtes dans votre carrière, dans votre vie, et où est-ce que vous aimeriez rediriger votre carrière, par exemple. Ensuite, si vraiment vous avez des forts symptômes, vous pouvez aussi aller voir les médecins généralistes. Ça, c'est votre médecin généraliste ou un médecin d'entreprise pour en parler aussi. Avant d'aller en parler plus haut, si parce que des fois on a l'impression que nos problèmes sont pas légitimes, si vous avez un médecin du travail ou un médecin généraliste qui vous légitimise ces problèmes-là, qui dit oui, là vous êtes vraiment, vous êtes par exemple épuisé ou vous avez des symptômes qui sont pas juste une impression, mais vous êtes pas bien, vous aurez peut-être plus de facilité à aller en parler au-dessus. Et ensuite, il y a tout ce qui concerne les psychologues du travail. Donc ça, c'est plutôt Elodie qui va vous en parler. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un psychologue du travail, Elodie? Merci Robin. Oui, effectivement, alors tu as parlé des pistes. Finalement, j'aimerais aussi parler du psychologue du travail, hein, parce que c'est ce qui me touche tout particulièrement. Donc concrètement, que fait le psychologue du travail? Le psychologue du travail est un psychologue spécialisé dans le domaine du travail. Voilà, je vous apprends beaucoup de choses, hein, c'est assez incroyable. Non, plus sérieusement, le psychologue du travail est vraiment spécialisé dans le travail, donc dans les mots au niveau du travail, mots MAUX, s'il vous plaît. Donc ça peut être aussi d'aider finalement l'entreprise un peu à restructurer les postes, les emplois en fonction des personnes, si elles sont ou pas plus ou moins proches d'un burn-out, parce que aucun employeur ne veut que ses employés partent en absence maladie, parce que ça va coûter de l'argent, parce qu'il faut s'organiser, parce qu'il faut pouvoir former. Enfin, ça coûte beaucoup, ça coûte très cher à une entreprise. Donc le psychologue du travail est là pour conseiller les employeurs, les employés pour réussir vraiment à configurer l'emploi, à configurer le poste qui convient pour qu'on puisse finalement éviter un petit peu les dégâts lorsque c'est possible. Il y a aussi les personnes ressources au niveau d'une entreprise. Donc, par là, effectivement, je pense à un psychologue. Les entreprises ne mettent pas toujours à disposition des psychologues, mais parfois, ils mettent des personnes ressources, hein, comme ils les appellent au sein des entreprises, qui sont souvent externes à l'entreprise. Donc, il y a au niveau interne. Le risque, c'est aussi un peu tous ces conflits d'intérêts qui pourraient se jouer, mais souvent, il y a aussi des personnes de confiance à l'externe. Donc, renseignez-vous bien si votre entreprise n'aurait pas mis à disposition ces personnes ressources auprès desquelles vous pourriez aller vous confier. Vu que ces personnes connaissent déjà un petit peu le fonctionnement de votre entreprise, elles pourront aussi mieux vous indiquer comment faire, vers qui aller, les démarches, etc. Et finalement, il y a des personnes qui parfois ont beau changer d'entreprise, voire même de métier, elles se confrontent toujours aux mêmes difficultés. À partir de ce moment-là, il faut aussi commencer à se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre aussi à travailler? Est-ce que vraiment, du point de vue privé et professionnel, on arrive à garder un bon équilibre? Est-ce qu'au niveau privé, on est vraiment dans un environnement qui est sain? Parce que même si on a un environnement professionnel qui est sain et qui met tout en place pour que ça se passe bien, si au niveau privé, on n'a pas réussi à avoir une harmonie, eh bien, automatiquement, on va se mettre en échec puisque les deux vont contrebalancer. Tout comme vous savez que quand la sphère professionnelle ne va pas, elle va déborder aussi sur la sphère finalement qui est privée. Donc, à partir du moment où le privé ne va pas, ça va aussi déborder sur l'aspect professionnel. Donc, pour cela, il est important de prendre soin de vous. Quand on parle de prendre soin de vous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un grand mot, c'est assez facile à le dire, c'est des fois plus difficile à le comprendre, voire à le mettre en pratique. Bref, prenez quelque chose qui vous convient, qui vous parle, qui vous ressemble. Chacun ses échappatoires. Personnellement, mon échappatoire, j'ai de la chance d'avoir mon cheval. Certaines personnes, ça va être le sport, un sport en particulier. À savoir que par contre, le sport peut augmenter au niveau du rythme cardiaque, va aussi augmenter tout ce qui est des pensées. Mais ça, on peut le faire dans un autre épisode si ça vous intéresse. Ce qui est important donc prendre soin de soi, c'est de faire quelque chose qui vous plaît, que ce soit du sport, faire de la cuisine, vous mettre au tricot. Il y a aussi des exercices qui sont très agréables à réaliser en psychologie positive. Donc la psychologie positive, qu'est-ce que c'est très rapidement, hein? La psychologie positive, ce n'est pas dire oui à tout ou être toujours heureux. La psychologie positive, c'est des outils concrets qui nous permettent de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Donc finalement, pourquoi pas?
Il y a des exercices qui sont très intéressants. Vous pouvez sans autre trouver des sites internet qui en parlent. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on refait très volontiers une vidéo aussi sur la psychologie positive. Donc vraiment, vous l'aurez compris, ce qui est important, c'est que vous puissiez trouver quelque chose qui vous convient, qui vous fait du bien et qui va vous permettre vraiment de pouvoir surpasser finalement ce moment qui est difficile à vivre au niveau professionnel. Voilà, donc cette vidéo sur le mal-être au travail est terminée. On espère que ça vous a plu, que ça a répondu à la plupart de vos questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous, ce sera avec grand plaisir qu'on vous répond. Si vous avez aussi des remarques, si vous avez de bonnes idées pour des vidéos futures, n'hésitez pas, ça nous fera très plaisir de pouvoir avoir de nouvelles thématiques. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Et puis, à tout bientôt, j'espère. Ciao!